bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Le SCP-239-FR, dit le journal du bourreau. Le SCP-239 doit être conservé dans un coffre fermé à clé. Afin de veiller à l'intégrité de l'objet, une température de 18 degrés et un taux d'humidité fixé à 50% doivent être maintenus à l'intérieur du coffre. Une clé doit être donnée au responsable du site et une seconde au chercheur chargé des tests en cours. Les pages décrochées de SCP-239 ainsi que l'objet en lui-même possèdent une relative fragilité et une grande délicatesse est alors demandée lors des tests. Durant la manipulation du journal, la présence de gardes armés est nécessaire pour assurer la sécurité de l'équipe de recherche. Tout classe D affecté par SCP-239 devra être placé en observation et pourra, au bout d'une semaine, être réintégré au service actif après reconditionnement. Toute utilisation en dehors des tests classiques devra être approuvée par un membre du personnel possédant une accréditation de niveau 4 ou 5. Mais qu'est-ce que le SCP-239 ? Il se présente sous la forme d'un livre usagé de 147 pages qui fait donc 34 cm sur 24,2 cm sur 2,3 cm. Il possède une couverture en cuir de vache noire. Cette dernière possède une gravure représentant la mort, symbolisée ici par une faucheuse dotée d'une faux à lame retournée. L'inscription « Memento Mori » est écrite en lettres d'or sur la tranche, et l'objet semble émettre un léger rayonnement ultraviolet, ainsi qu'une légère chaleur. Il a été remarqué que le comportement de SCP-239 va varier en fonction de la proximité de la mort du sujet qu'il manipule. Si le sujet qui ouvre le journal est mené à décéder dans les 3 heures et 24 minutes suivantes, il ne trouvera alors que des pages vides. Si on n'a pas demandé au sujet d'écrire dans SCP-239, celui-ci en fera souvent la demande, invoquant l'inspiration ou une simple envie. Celui-ci va alors écrire en général une page de texte dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Si l'auteur ne sait pas écrire, il va alors remplacer souvent son texte par un dessin abstrait. À la fin de sa rédaction, le sujet, peu importe son état psychologique avant l'écriture, va alors se retrouver extrêmement calme et docile. Il restera cependant toujours doté de ses pleines capacités intellectuelles. Cet état d'apaisement durera jusqu'à sa mort, souvent marqué dans les derniers instants par une expression de surprise ou de panique. Aucune tentative d'arrêter l'écriture n'a jusque-là abouti. Le sujet semble toujours réussir à finir par une phrase complète ou une injonction suffisante à elle-même, malgré le caractère aléatoire des arrêts. Si le sujet qui ouvre ce journal n'est pas amené à décéder dans les 3 heures et 24 minutes suivantes, l'objet va alors se présenter comme un livre entièrement rempli de témoignages d'environ une page chacun, regroupant les dernières pensées de leurs écrivains respectifs. Les textes, bien que parfois d'un niveau littéraire assez simple, se révèlent tous d'une grande profondeur et d'une beauté souvent déroutante pour le lecteur. Celui-ci se retrouvera incapable d'arrêter la lecture après avoir commencé celle de n'importe quelle page, et ce, malgré les consignes qui lui sont données. Le sujet semble alors être dans un état de concentration intense. Un stimuli physique violent, coup de matraque, électrochoc, ou une perte de contact visuel avec la page pendant plus de 3 secondes peuvent cependant ramener le sujet à la raison. Il est à noter que le lecteur semble capable de comprendre tous les textes présents dans SCP-239, et cela quelle que soit la langue utilisée par l'écrivain. À la fin de la lecture du témoignage, le sujet restera alors immobile pendant 1 ou 2 secondes et sera dans l'incapacité de réagir avant de retrouver le contrôle de son corps. Toute trace de la conscience du sujet semble alors avoir été effacée pour être remplacée par la conscience de l'écrivain. La page de témoignage se détachera du SCP-239 dans les minutes qui vont suivre, laissant une trace de déchirure. Cette page n'émettra, contrairement au reste du livre, plus aucun rayonnement.
La relecture du témoignage ne déclenchera aucun événement et la page sera considérée comme une simple feuille de papier quelconque. Pour une meilleure compréhension des effets du SCP-239, il y a eu des témoignages qui ont été recueillis. Une théorie qui est en cours d'étude suppose qu'il ne s'agirait pas d'un remplacement de conscience, mais plutôt d'un échange avec celle du lecteur. Cette hypothèse, bien qu'impossible à prouver, en raison de la proximité supposée entre la mort de l'écrivain et le possible transfert, est actuellement celle qui fait le plus consensus au sein de l'équipe de recherche. En effet, l'observation de certains tics nerveux ou micro-expressions au moment de la mort de l'écrivain semble confirmer cette thèse. Une page de SCP-239 peut être arrachée. Si c'est une page blanche, elle perdra alors l'effet prodigué. Si c'est une page écrite, l'effet va être conservé. Lire une photocopie d'une page, elle n'entraîne aucun effet. Les pages tombées ne sont pas remplacées, mais il semble que des feuillets de pages vierges puissent y être ajoutés. Le livre fut trouvé à la suite de l'incident dit du Nouveau-Breton, dans les archives de la prison dans une ville de France. L'objet était donné aux condamnés à mort avant leur exécution entre 1843 et 1975 pour y noter leurs dernières pensées. Une étude menée à la caméra fait état de 47 témoignages encore présents dans SCP-239. La Fondation s'est appliquée à garder ce chiffre constant. On y trouve 43 témoignages de condamnés et 4 de classe D. On trouve également les traces de 23 pages déchirées avant les tests menés après sa récupération. Après enquête, tous les auteurs des feuillets disparus ont pu être identifiés grâce à la liste des condamnés de la prison. Sur les 23 pages manquantes, 13 ont pu être mises en relation avec un changement de comportement d'un proche de l'enquête ou de la famille du prisonnier après son décès. 5 feuillets ont pu être retrouvés. L'ensemble des témoignages présents dans SCP-239-FR ou leurs photocopies sont disponibles dans la base de données de la Fondation. Une investigation historique a montré que l'objet a été introduit pour la première fois en décembre 1843, à l'embauche d'un certain Aimé Reynard, un nouveau bourreau dans la prison. Il exerça dans celle-ci jusqu'en 1857, année où il partit en retraite. Le journal semble avoir alors été donné d'exécuteur en exécuteur. Le dernier bourreau ayant exercé dans la prison est mort le 20 mars 2009. L'interrogation de sa fille a permis de récupérer un papier signé d'Aimé Reynard et transmis en même temps que le livre à toute sa lignée. Le bourreau prend la vie, mais, tout comme la faucheuse, il ne ramène pas l'âme à lui. Laisse-le écrire ce qu'il veut, mais ne le relis jamais, car les récits d'un homme sont les fragments de son être, et il mettra toute son âme dans son dernier. Celui-ci, la faucheuse, elle laisse aux dieux. Contente-toi de la laisser à d'autres. Nous ne sommes pas le juge, mais le bourreau. Le seul acte de décès, trouvé au nom d'Aimé Reynard, date du 6 novembre 1839, retrouvé flottant dans la Loire, pieds et mains liés. Après examen, les papiers fournis à la prison par le premier exécuteur se sont révélés être des faux. Résumé du rapport de l'incident du Nouveau-Breton. Le 10 juin 2013, M. Bernot, journaliste, est trouvé délirant dans la rue. Celui-ci, originaire de Grenoble, s'exprime alors en breton, langue qu'il ne connaissait apparemment pas avant cette crise. Après examen, celui-ci se présente comme un condamné à mort en 1913 et incarcéré dans une prison. Il présente des connaissances poussées sur l'individu susnommé et sur les us et coutumes du début du XXe siècle, mais semble ne rien connaître sur sa vie en tant que M. Bernot. L'équipe chargée de l'enquête a trouvé une ébauche d'article le concernant sur son ordinateur personnel, saisi à son domicile. Celui-ci semble vouloir commémorer le centenaire de sa condamnation, et il a été modifié pour la dernière fois le 8 juin 2013. En retraçant le chemin d'enquête du journaliste, l'équipe a trouvé SCP-239-FR dans une étagère dans les archives de la prison et l'a transmis à la Fondation pour études. Des amnésiques ont été administrés aux policiers et médecins qui ont pris M. Bernot en charge avant sa récupération, ainsi qu'au personnel des archives ayant connaissance du livre. Voici la traduction donc du témoignage de M. Bernot après exposition au livre, tel qu'il fut recueilli par la police. Il était 4 heures du matin. Il venait toujours nous chercher affreusement tôt pour notre dernier jour. Votre demande de grâce a été rejetée, c'est la fin. J'étais angoissé en sortant de ma cellule.
Je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Quelque part, j'étais heureux aussi que toute cette histoire se termine. Plus de juges, plus de mitards, plus de problèmes. On me proposa de voir l'aumônier. J'ai accepté. Une confession rapide. J'ai essayé de la faire durer, mais je n'ai jamais été doué pour ça. Je crois que l'aumônier s'en est rendu compte et a voulu couper court. Ensuite, on m'a sorti du bâtiment. Avant de passer à la guillotine, je traînais, ralentissais le pas. On me fit attendre dans une petite pièce que les derniers préparatifs soient prêts. Un des gardes qui m'accompagnait me proposa une cigarette. J'acceptais volontiers. Je me vois encore lui demander du feu et faire semblant de rater l'allumage du briquet à plusieurs reprises pour gagner du temps. Quelques secondes de gaspillage à la mort. Je tirais le moins possible pour la faire durer. Après tout, c'était censé être ma dernière. J'avais bien le droit de la savourer. Jamais fumé un truc aussi dégueulasse. Je pensais déjà en redemander une. Correcte cette fois, quand le bourreau apparut dans la pièce. Il tenait dans ses mains un grand livre noir, un peu sinistre. Il m'expliqua que chaque condamné était libre d'y écrire ses derniers mots, pour laisser un truc à la postérité. Comme si quelqu'un se préoccupait des condamnés. J'allais refuser. J'ai jamais été ni littéraire ni dramatique. Quand le bourreau posa la plume sur la table et me tendit le livre, je l'ouvris au hasard par curiosité, et je tombai sur une page vide. J'ai regardé la plume et, sans même trop y réfléchir, je m'étais déjà assis et j'avais commencé à écrire. Je n'ai jamais été très doué pour écrire non plus, mais bizarrement les mots coulaient sous la plume. Des mots tels que je ne pourrais jamais en ressortir. J'ai fini d'écrire en même temps que j'ai fini ma cigarette. Sans faire attention, j'avais un peu trop tiré dessus. Mais cela n'avait plus d'importance. J'étais calme, j'avais accepté mon sort. On me proposa alors une autre cigarette, mais je l'ai refusée. J'avais comme le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir laissé un truc, comme disait le bourreau. Au final, ça m'a fait plus de bien que le prêtre. Je m'approchais docilement de l'échafaud. Je n'avais pas peur. À la prison, les exécutions se faisaient toujours dans le calme. Je me demandais si les autres avaient aussi ressenti la même chose. On me coupa les cheveux et mon col de chemise pour ne pas risquer de bloquer la lame. J'ai posé ma tête sur le billot sans dire un mot face au panier. Et j'ai attendu le son de l'alarme. Ce son, je ne l'ai jamais entendu. J'ai cligné des yeux et l'instant d'après, j'étais dans un lieu inconnu, face à ce livre, aux mots que j'avais écrits. Le papier avait jauni. Je suis restée comme figée un moment avant de remarquer que mes mains étaient étranges. J'avais la peau plus foncée qu'au moment de mon exécution et je portais une alliance, alors que je ne m'étais jamais mariée. J'ai arraché la page de mon témoignage et je l'ai fourrée dans ma poche. J'ai fermé le livre et je l'ai reposé sur une étagère proche. En cherchant à m'enfuir, j'ai reconnu partiellement la prison. Mais pas mal de choses avaient changé. Il y avait des gens, mais j'ai réussi à faire semblant jusqu'à la sortie de la prison. Apparemment, je n'étais pas là en tant que prisonnier. Je me suis éloignée un peu. J'étais plus grand aussi, je crois, et j'avais du mal à courir avec ce corps-là. Je ne reconnaissais rien, ne comprenais rien. J'ai vu un kiosque à journaux et je me suis approchée. J'ai vu la date du magazine. 2013. Ce n'était plus la ville que j'avais connue. Je me suis jetée sur une flaque d'eau pour voir mon reflet. Ce n'était pas mon visage non plus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à crier.